Jean-Claude Malval, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre cabinet à Rennes. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Vous êtes enseignant à l'université de Rennes 2 en psychologie clinique. Et nous sommes ici pour parler de votre livre Conversation psychanalytique avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires, qui n'est pas votre dernière publication, puisqu'il a été édité chez RS en 2022, puis réimprimé en 2023. Mais de par l'actualité du sujet dont il traite, je le trouve toujours d'actualité. Je rajouterai que c'est un livre qui laisse l'abord de la psychose pour le clinicien sans secret. C'est un livre qui reflète réellement la parole de Lacan que vous rappeliez, celle de la psychanalyse comme poumon artificiel, dans un contexte étouffant, fait, vous le soulignez, de l'héritage psychiatrique en matière de psychose, avec lequel Freud a dû composer, ce qu'impose une certaine science d'aujourd'hui en matière de soins, qui rend un peu difficile, parfois même impossible, l'accès à une position du sujet de l'inconscient chez le patient. Et puis, il y a surtout, vous le dépliez très bien, le moment difficile que traverse actuellement la psychiatrie. Alors, la psychanalyse a toujours composé avec une clinique structuraliste, au sens freudien du terme, qui nous renvoie à un type d'angoisse allié à un type de défense orienté par l'Oedipe et la castration. Une orientation que Lacan confirme et enrichit, entre autres par une ouverture à travers la question de la sexuation et le nouage borromère. Cette référence structurale est celle qui porte le ternaire névrose, psychose, perversion. Et puis, on a eu par la suite Jacques-Alain Miller qui a permis une nouvelle ouverture en relevant le constat clinique, le transstructuralisme plutôt, de la perversion. Alors, à partir de là, on ferait le constat clinique d'un nouveau ternaire. Psychose, névrose, autisme. Et ça laisse, à partir de là, la porte grande ouverte à la psychose ordinaire, la psychose extraordinaire, par peut-être un rétrécissement du champ de la névrose. Vous me direz par la suite. Ça, c'est l'impression que votre livre donne, mais vous le dépliez pas qu'une fois, mais dans plusieurs occurrences aussi. Alors, je commencerai par une question d'aspect journalistique qui s'impose dans certaines orientations scientifiques, c'est celle du chiffre. Donc, pour ouvrir cette conversation, pourriez-vous nous rappeler quelques statistiques en matière de la psychose? S'agit-il d'une augmentation du chiffre? S'agit-il de variations qu'on repère beaucoup plus juste au niveau du 1% habituel de la schizophrénie par exemple? Ou s'agit-il d'un meilleur repérage de cette entité clinique, la psychose? Une question difficile, puisque je n'ai pas de statistiques sur la psychose ordinaire, qui est une forme de psychose
dont la plupart des analystes considèrent aujourd'hui qu'elle est très fréquente. Beaucoup d'analystes disent qu'une partie importante, voire la moitié de leur clientèle est constituée de sujets de structures psychotiques qui n'ont pas nécessairement des délires ni des hallucinations. Et alors, assurément, ça n'a rien à voir avec le 1% du taux de schizophrénie. Il faudra ajouter 1 ou 2% de maniaco-dépressif, et puis Oui. un peu de paranoïa, enfin, etc. Mais disons que la fréquence de la structure psychotique en pratique privée est quelque chose d'assez étonnant pour les analyses d'aujourd'hui. Et on ne disait pas ça il y a longtemps, effectivement. Alors, est-ce que c'est dû à des conditions sociales qui favorisent l'émergence de la psychose ordinaire? C'est possible. Et puis, c'est dû peut-être certainement aussi à un meilleur repérage de la structure psychotique. Pendant longtemps, il fallait qu'il y ait des hallucinations ou un délire pour parler de psychose. Dans le livre sur conversation psychanalytique, la plupart des sujets de structure psychotique ne présentent ni délire ni hallucination. Il y en a quelques-uns, on est à la limite parfois même dépassé de la paranoïa pour un ou deux, mais la plupart sont des sujets qui par exemple, ont été jugés ou ont été jugés, n'ont pas été reconnus du tout malades mentaux, ou bien, pour beaucoup, il y a eu des discussions diagnostiques, Oui. Mais la plupart du temps, on ne concluait pas à la psychose pour ces sujets. Alors Jean-Claude Malval, lisant votre livre, on parvient à saisir ce qui en est de la psychose extraordinaire à partir de la psychose ordinaire. Ça nous incite à cerner la psychose ordinaire. C'est une invention, je rappelle, de Jacques-Alain Miller, qu'il a proposé comme hypothèse lors d'une conversation, une journée de l'UVORCA, l'Union pour la formation clinique analytique, une entité qui se base essentiellement sur une référence lacanienne fondamentale qui est la forclusion du nom du père. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont les variations de cette entité clinique qui est la psychose ordinaire? Bien, c'est tout, d'une certaine manière, c'est tout le thème du livre. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce livre, on parle de psychose, de sujets psychotiques, sauf un chapitre. Le chapitre où on critique le concept de borderline. Les autres sont des cas cliniques, quasiment, et des cas cliniques qui sont très peu des cas de psychose avérée. C'est rarement des schizophrènes ou des paranoïaques. La plupart du temps, c'est des sujets, je disais tout à l'heure, qui ont suscité des débats diagnostiques. Et ce livre montre au fond la richesse de la clinique de la psychose, de tout un continent, dit Jacques-Alain Miller. Et c'est une richesse qui inclut des choses comme des perversions étonnantes, comme des pratiques artistiques, comme des sujets étonnamment vides. C'est d'une très grande diversité. Je crois que c'est un peu une des spécificités de ce livre, c'est de montrer la diversité des formes cliniques de la psychose, surtout sous sa forme ordinaire. Il me semble qu'on peut diviser les données cliniques du livre sous trois grands chapitres. Une clinique de l'horreur, qui confronte vraiment au réel. On va peut-être aborder la clinique après. Bon, d'accord. C'est très bien, voilà, comme présentation de cette entité clinique.
Et je trouve que votre argumentation est extrêmement fine, vraiment, du diagnostic de la psychose ordinaire et son inscription dans la clinique différentielle m'a fait penser à éventuellement au chemin inverse, celui du passage de la névrose vers la psychose. Est-ce que la question aurait sa place? Je me permets de dire que je connais préalablement la réponse puisque j'ai pu repérer votre positionnement par rapport à cette question ainsi que celui de Jacques-Alain Miller. Mais j'aimerais bien que les spectateurs puissent vous écouter le déplier. Alors, l'idée est que tout névrosé est censé avoir traversé le moment narcissique dont Jacques-Alain... la castration. Oui. Et je vise particulièrement la période du début. Lacan, le séminaire 1, il consacre quand même pas mal de ses leçons à la question du narcissisme freudien pour critiquer et puis pour avancer des choses. Et donc par la suite, on a le repérage de ce moment à travers le stade de miroir et puis l'axe A' du schéma L. Alors, ce moment-là, je trouve qu'il est au cœur quand même de la relation psychotique, qu'elle soit dans sa version paranoïde ou paranoïaque. Ce lien moïque entre guillemets à l'autre. À partir de là, sans verser dans une clinique développementale proprement dite, ou psychologie développementale si on veut, est-ce que cette expérience spéculaire qui se fonde sur un lien structurellement narcissique quand même pour le par-l'être, pour le sujet on va dire, est-ce qu'elle ne ferait pas que pour un sujet névrosé, exposé à certains types d'attaques du réel, ne le ferait pas perdre la défense que lui a permis de développer le fantasme, bien évidemment, dossé à l'opérateur du nom du père. Alors, votre question là, est complexe, elle porte sur beaucoup de choses. Fondamentalement, quand même, c'est est-ce qu'on peut passer d'une structure subjective à une autre? Bon, et là, effectivement, il y a un débat. Débat entre clinique continuiste et clinique discontinuiste. Moi, je suis un fervent partisan d'une clinique discontinuiste. Alors, vous me direz, Jacques-Alain Miller dit le contraire. Jacques-Alain Miller, il hésite beaucoup. Tantôt, il est continuiste, tantôt, il est discontinuiste. Il n'est pas très clair sur ce point. Il hésite de prendre franchement parti. Alors, pour ma part, je prends franchement parti pour une clinique discontinuiste, effectivement. Alors, l'argument majeur en faveur de la clinique continuiste que Jacques-Alain Miller souligne, c'est le symptôme. Le symptôme est transstructural. C'est une thèse qui se discute. Je pense que le symptôme du psychotique est désabonné à l'inconscient, alors que le symptôme du névrosé est abonné à l'inconscient. Et donc, dire que le symptôme est transstructural, oui, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le même symptôme. Donc on retrouve la différence continuiste-discontinuiste au niveau du symptôme. Et puis, l'autre argument, les nouages sont souples. On pourrait passer d'un nouage borroméen à un nouage non borroméen. Non. Non, on ne peut pas parce qu'il faudrait couper dans le nœud pour passer d'un nouage borroméen à un nouage non borroméen. Et le réel ne peut pas opérer cette coupure, c'est-à-dire les traumas du réel dans leur... Alors, disons que effectivement chez un sujet psychotique ça peut se couper. Le nœud n'est pas borroméen déjà dans le champ de la psychose. Que le nœud borroméen du névrosé puisse céder, ça serait à démontrer. Alors, mais je pense au-delà de vos divergences, parce que vous aviez mis l'accent là-dessus avec Jacques-Alain Miller,
quelque part, vous portez la parole tous les deux de Lacan. Il n'est pas psychotique qui il veut. Absolument, oui. Non, mais je suis même pas. Je vous dis, Jacques Calimère n'a pas une position très nette là-dessus. Tantôt il est continuiste, tantôt il est discontinuiste. Et dans sa pratique de contrôle, par exemple, on considère qu'il est important de repérer la structure du sujet. Ce qui me paraît essentiel, effectivement. C'est un des points sur lesquels j'insiste dans le dernier chapitre de ce travail, l'importance de conduire la cure du psychotique d'une manière différente de celle du névrosé. Vous le démontrez très bien. Alors, on va passer comme ça par les 3 volets que nous avions évoqués pendant nos premiers échanges, celui du fonctionnement, clinique et traitement. Alors, des exemples cliniques évoqués dans votre livre, notamment celui de Charles, avec lequel on a l'impression qu'il s'agit d'un sujet de la réalité, je dirais, au sens où il a vécu des événements, il a essayé des choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas donné le résultat escompté, et il a décidé de se retirer du lien social et professionnel. Alors, les éléments que vous apportez avec beaucoup de finesse donnent envie de poser la question sur la normalité au sens freudien et la singularité au sens lacanien. Alors, la normalité, elle est liée à la stabilisation de la structure subjective. On peut être normal et autiste, on peut être normal et psychotique, on peut être psychiatrisé et névrosé. Donc la normalité n'est pas liée à la structure, mais à la manière dont on fait avec celle-ci. Donc elle est à l'intérieur de chaque structure, si je peux dire. Voilà, à l'intérieur de chaque structure. Ce qui est important, parce qu'il n'y a pas de notion de gravité attachée à la structure subjective. C'est pas plus grave d'être autiste ou psychotique que névrosé. On peut aussi bien se débrouiller dans la vie avec n'importe quelle structure. Et la place du lien social, c'est-à-dire moi je prenais le critère de la stabilité du fonctionnement, effectivement, quelle que soit la structure du sujet, par rapport au lien social. C'est-à-dire qu'il ne vient pas dysfonctionner ou faire dysfonctionner le lien social. Absolument. La normalité a un rapport étroit avec le développement de liens sociaux. Mais le cas de Charles, on est un petit peu entre les deux. Au départ, c'est un sujet qui est écrasé dès qu'il cherche à travailler. Il voudrait travailler au départ, quand je le rencontre il y a une quinzaine d'années. Et dès qu'il cherche à travailler, il est écrasé par un surmoi féroce qui lui dit « tu dois tout faire parfaitement ». Et donc il essaie de faire parfaitement, il le fait d'ailleurs assez bien, mais la nuit il pense, il n'endort plus parce que peut-être qu'il a fait une petite erreur, etc. Donc au bout d'un certain temps, il craque et il arrête tous ses travaux. Et les agents de la NPE sont toujours surpris parce que c'est un sujet intelligent, sympathique, qui a des diplômes, il a le bac, etc. Et disent bon, on va le réinsérer facilement. Et puis à chaque fois, ils s'aperçoivent que ça craque. Et alors, ils concluent il est fainéant. Non, c'est pas quelqu'un de fainéant, c'est quelqu'un qui a un blocage lié à sa structure. Il est confronté à un surmoi qui n'est pas tempéré par le nom du père. Et donc, il y a quelque chose là qui lui interdit de travailler, au moins. Et de s'engager plus généralement, parce qu'avec les femmes c'est pareil, il ne peut pas s'engager, aucun engagement. Alors il peut avoir des liens sociaux justement, mais à condition de ne pas s'engager, c'est-à-dire qu'il a des amis, il a beaucoup d'amis, mais par exemple il a essayé plusieurs fois de mettre en place une comment dit-on, une société, enfin, oui. Pour organiser des spectacles. De l'événementiel. De l'événementiel, voilà. Et il a les compétences, absolument. Mais là encore, ça devient un tel engagement qu'il craque et qu'il ne peut pas.
Et il fait ça avec des amis, pourtant il a des liens sociaux, etc. Mais dès qu'il fait quelque chose, c'est pas possible pour lui, ça devient une telle angoisse que c'est pas possible. Alors il a aménagé sa vie malgré tout, à partir de cette question que je lui ai posée à la première séance, qu'est-ce qui compte pour vous? Et il m'avait dit le beau. Et à partir de là, on a pu s'appuyer un peu sur le beau. Il a fait des études d'art, il a été jusqu'à une maîtrise. Mais alors, il n'a pas passé la maîtrise parce que là encore, c'était un trop grand engagement, alors qu'il avait les capacités, il pouvait très bien le faire. Il a des activités artistiques. Il fait du dessin, il fait du théâtre, il fait pas mal de choses, mais il est dans un groupe de théâtre, par exemple, et il ne faut pas que ça soit professionnel pour lui. Tant que c'est amateur, tant que ça n'a pas de conséquences, tant qu'il ne s'engage pas, ça va, il est très, très bon, etc. Mais il a des amis qui veulent devenir professionnels, alors là, ça l'inquiète beaucoup. Et donc, il reste dans cette situation, avec son allocation adulte handicapé, qui le satisfait assez aujourd'hui parce qu'il a des activités artistiques. Vous le voyez toujours? Je le vois toujours. Et c'est pas le sujet qui est accroché, attaché à notre idéal professionnel qui fait que, voilà, tout ce qu'il... Est-ce qu'il parle de... Enfin, je ne l'ai pas repéré dans le cas tel qu'il est. Au départ, il aurait bien voulu faire un métier. Il avait l'idée d'être un peu comme tout le monde. Il souffre un petit peu de sa marginalité. Au départ, il en souffrait. Je crois qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte que il faut accepter cette vie-là, que pour lui, elle n'est pas si mal. Évidemment, il n'a qu'une allocation adulte handicapé, il vit en colocation, mais avec des amis avec qui il s'entend bien. Et puis, il a ses activités artistiques diverses. Bon, il a aménagé une vie qui est un peu marginale, mais acceptable, mais qui lui convient. Il n'y a pas de souffrance, ou un petit peu, mais très peu quand même. Alors qu'au départ, il était quand même très mal. Je confirmais ce que vous venez de dire sur la question de la souffrance, parce que quand vous rapportiez ces paroles, j'avais pas cette impression que c'était un sujet qui souffrait, effectivement. Au départ, quand il arrive, il sort d'un épisode psychotique qui l'a conduit à être hospitalisé, etc. Il souffre de sa marginalité à ce moment-là. Pendant 1 an ou 2, il va essayer de manière répétitive de trouver un travail quand même. Mais à chaque fois, ça se solde par un échec. Et j'ai compris assez vite qu'il ne fallait pas le pousser à ça. Parce que c'est trop angoissant pour lui. D'accord. Et justement, à la NPE, ils n'ont pas compris ça. Et je pense qu'avoir conduit la cure du côté de sa singularité, qui effectivement, il est comme ça, il ne peut pas travailler, il ne peut pas s'engager. Mais il peut quand même vivre de manière convenable, à condition justement de prendre ça en compte. Alors, on va parler autrement de la clinique. Là, Lucas Charles était une façon pour nous de mettre en lumière la question du fonctionnement psychotique. Dans la clinique de la psychose ordinaire, vous l'avez intitulée la clinique du désert. Dans le cas de Charles, justement, je disais tout à l'heure, on pourrait diviser une tripartition, une clinique de l'horreur, une clinique du sublime et une clinique du désert. Tout à fait. Et tous les sujets psychotiques ne relèvent pas de la clinique du désert. Même, c'est vrai que dans la psychose ordinaire, c'est relativement fréquent, des sujets qui ont beaucoup de mal à s'engager, pour lesquels le désir fonctionne mal. Mais vous avez au contraire l'inverse, des sujets extrêmement décidés, dont la jouissance n'a pas de limite. C'est pour ça que la clinique de la psychose ordinaire et de la psychose en général est une variété immense et tout à fait passionnante. Et ce livre donne un peu une idée de la variété de cette clinique, parce que la clinique de l'horreur et la clinique du sublime, c'est-à-dire la clinique du sublime, c'est des sujets qui se stabilisent par des pratiques artistiques. C'est très différent de la clinique de l'horreur, au masochisme extrême, ou crime
en série, etc. Ça donne quand même l'impression, plusieurs passages en suivant les cas cliniques, l'accent est mis d'un côté sur le vide et la carence du fantasme fondamental. Puis voilà, c'est-à-dire dans l'axe principal de ces éléments cliniques reste la conclusion du nom du père. Et puis, vous mettez beaucoup l'accent sur le passage à l'acte. J'ai eu l'impression que c'est presque un signe pathognomonique pour vous en matière de la psychose. Si vous pourriez le déplier un petit peu en rappelant la différence avec l'acting out, une parole en acte. Oui, tout à fait. Le passage à l'acte est fortement corrélé à la psychose, encore que peut-être il peut y avoir des passages à l'acte dans la névrose, mais le passage à l'acte dans la psychose a pour fonction d'extraire l'objet A. Le psychotique est fondamentalement encombré d'une jouissance qui le fait souffrir, qui est trop présente. Il a l'objet A dans sa poche, dit Lacan, et la fonction de passage à l'acte, c'est très bien exprimé par un des cas de meurtre immotivé, celui d'Eppendorfer. Il dit très bien qu'il s'agit de se débarrasser de sa mère, notamment pour lui. Et l'acting out, oui, bon, l'acting out c'est autre chose, c'est un retour du refoulé sur la scène. L'acting out est interprétable, alors que le passage à l'acte, c'est quelque chose qui met en avant l'objet réel, et ça ne s'interprète pas. C'est plutôt du côté d'une tentative de stabilisation chez le sujet psychotique. Ça le soulage, mais ça le soulage parfois temporairement. Parfois, ça modifie sa position. On le voit dans le cas de l'ortie, par exemple, où après, ça l'a tempéré. Mais bien souvent, ça ne change rien. Il est écrasé de culpabilité. Dans le cas de Rivière, par exemple, il va se suicider. Donc le passage à l'acte, les effets qui suivent le passage à l'acte sont aléatoires. C'est pas toujours dans le sens d'une stabilisation. La parole en acte, vous la mettrez dans cette liste de différencier un passage à l'acte et un acting out. Qu'est-ce que vous entendez par la parole en acte? Une parole en acte qui serait inhérente à la prise d'une position. Ça serait peut-être j'accuse, par exemple. D'accord, une parole qui fait acte. Qui fait acte. Alors la parole d'un analyste qui fasse acte... Pas de l'analyste, que de l'analyste, mais du sujet. Tout court, oui. Oui, on peut espérer que le sujet arrive à poser des paroles qui fassent acte. Pour le psychotique, c'est difficile, plus difficile que pour le névrosé. Oui. Encore que pour un obsessionnel, ça peut être très difficile aussi de poser une parole qui fasse acte. Bon, là, c'est difficile de généraliser. Il faudrait voir au cas par cas. De quoi il s'agit. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup arrêté sur la question de la singularité au sens lacanien. Le psychotique, peut-être, face à un psychotique, on est interpellé. La singularité, tout sujet est singulier. Il faut s'attarder sur cela. Alors, évidemment, peut-être oui, vous opposez structure et singularité, ce qu'on fait parfois, bien à tort, parce qu'à l'intérieur de la structure, le sujet reste toujours incomparable. Oui, singulier. Bien sûr. Donc, en effet, c'est pas seulement lacanien, l'écoute freudienne aussi, chaque sujet est un monde qu'il faut découvrir et aborder avec le moins de préjugés possible, en ayant épuré un peu ses propres fantasmes pour ne pas les faire intervenir dans la cure, ce qui est quand même tout à fait essentiel. Alors, dans cette partie clinique, il reste deux questions récurrentes. Et parfois, elles prennent l'allure d'une polémique. C'est celle de l'autisme et la psychose, et celle de la psychose ordinaire et les états limites ou les borderline.
Donc moi, j'ai fait le choix de nous focaliser sur la deuxième question parce que j'ai trouvé ce chapitre passionnant par sa richesse historique, bibliographique, clinique, et puis il y a aussi des détails croustillants que vous livrez au sujet de l'éco-psychologie, comme voilà, orientation psychanalytique américaine, et la psychologie, la psychanalyse anglo-saxonne et la banalisation qu'elle a proposée à l'état schizoïde. Et puis cette notion rarement évoquée qui est l'analysabilité. L'analysabilité de l'inanalysable. Oui, l'analysabilité, oui, effectivement, oui. Oui. Alors, ayant suivi votre séminaire en 2022 à l'école de la cause freudienne, j'avais trouvé votre réponse la plus synthétique et la plus convaincante. Vous aviez répondu qu'il ne s'agissait pas du même champ et de la même référence conceptuelle. J'aimerais bien que vous dépliez de nouveau la question. L'idée serait aussi de savoir comment on peut aller plus loin pour un meilleur positionnement face à la psychose ordinaire. Je trouve un concept intéressant. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Juste un meilleur... voilà. La question des borderline. Les borderline, c'est un syndrome objectival. Effectivement, on peut dire, voilà ce qu'on appelle borderline. Seulement, dans une perspective lacanienne, quand on prend des cas de borderline, eh bien, on découvre qu'il y a des cas de psychose ordinaire, il y a des cas de psychose pas très ordinaire, et puis il y a des cas d'hystérie aussi. Oui. Et au départ, d'ailleurs, le borderline, c'est quand même forgé à partir de cette inanalysabilité de certaines hystériques, en fait, qui réagissent à la manière dont la cure est conduite par les analyses de la psychologie du moi, qui s'opposent au maître. L'hystérique a tendance à critiquer le maître, et donc elles deviennent rancunières et inanalysables. C'est une des sources du concept de borderline. Une autre aussi, c'est les personnalités comme si de Helen Deutsch, qu'on va faire rentrer là-dedans. Bon, avec les repères lacaniens dès le séminaire sur les psychoses, Lacan évoque la structure psychotique, des sujets comme ci. Donc, voilà, les borderline, c'est un fourre-tout. Il y a des névrosés, des psychotiques dans ce cas. C'était une partie de votre question. Oui, ça, vous le dépliez très bien. D'ailleurs, vous consacrez à la question un chapitre entier. Et la finalité, ça serait de savoir comment on peut aller plus loin, c'est-à-dire au-delà de ce syndrome repérable, objectivable, qui est les états limites, c'est-à-dire comment on peut se situer par rapport à la psychose ordinaire, parce que parfois il y a des glissements, je trouve, dans le discours de certains cliniciens entre les deux entités, à savoir la psychose ordinaire et les états limites. C'est pas des glissements, c'est l'un ou l'autre. Effectivement, voilà. On s'y situe là dans des champs conceptuels différents. Les borderlines sont essentiellement le discours freudien classique, alors que la psychose ordinaire, c'est dans le discours lacanien. Ça se recouvre partiellement, c'est pas la même chose. Il y a un certain nombre de psychotiques ordinaires qui sont dits borderline, en effet. Il y a dans ce que les freudiens appellent borderline, le cas classique de Bergeret, par exemple, j'ai essayé de montrer que ça me paraît tout à fait un cas d'hystérie. Donc, ce ne sont pas les mêmes repères conceptuels, et effectivement, ça a des conséquences sur la conduite de la cure. Et c'est ça l'important. Vous m'incitez là, en vous écoutant, à vous poser la question, quelle boussole devrait avoir le clinicien, justement. Je vise par là ces moments des entretiens préliminaires où on pourrait prendre un psychotique ordinaire pour un névrosé parce qu'il y a eu des temps dépressifs, parce qu'il y a eu un retrait émotionnel et professionnel. Quelle boussole on pourrait proposer aux cliniciens? C'est ce qu'on vient de dire. Pour moi, le repérage de la structure est déterminant. Bien sûr, le sujet est singulier, mais il est singulier à l'intérieur de la structure. Et
dès les entretiens préliminaires, je me pose la question de la structure pour savoir comment intervenir par la suite. Et en fonction de la réponse, je ne vais pas intervenir de la même manière. Alors évidemment, parfois c'est difficile. C'est pas toujours au premier entretien qu'on a une idée de la structure. Il y a des sujets, c'est évident, il y en a d'autres. Ça peut prendre un grand nombre d'entretiens avant d'arriver à se déterminer. Et pour ça, il faut avoir une clinique, notamment de la psychose ordinaire, un peu fine. Et alors là, j'enverrai l'ouvrage précédent, Repères pour la psychose ordinaire, et aux travaux de Jacques-Alain Miller sur la psychose ordinaire, bien sûr. Il faut avoir un repérage un peu fin de la structure psychotique, notamment, et puis de ce qu'est un obsessionnel, de ce qu'est un hystérique, qu'est-ce que c'est le désir insatisfait, qu'est-ce que c'est le désir impossible, etc. Et de même pour l'autisme, avoir une idée de ce qu'est l'autisme, c'est un spectre extrêmement large, mais avoir une idée de ce que ça veut dire le S1 gelé, à mon sens, et oui, c'est important. Pas le S1 fort-clos. Pas... Alors, le nom du père est fort-clos, et une conséquence, c'est que le S1 est gelé, comme dans la schizophrénie, il est dispersé, comme dans la paranoïa, il est holophrasé. Donc la forclusion entraîne plusieurs modes de fonctionnement psychotique. Alors, je vais me limiter à cette question au niveau du débat état limite et psychose ordinaire. Enfin, pour moi, pour ne pas trop saturer le spectateur, parce que c'est un chapitre vraiment qui mérite le détour et il pose pas mal de questions. L'analyse clinique pertinente, elle laisse voir comment... vous venez de le souligner autrement, les états limites ou borderline sont considérés tantôt comme des psychoses, tantôt comme des névroses, au gré, des fois au bon gré des analystes et des auteurs. Donc je laisserai le spectateur faire ses découvertes par lui-même. Et je vous propose qu'on aborde quelques questions relatives au traitement de la psychose ordinaire, de la psychose. Dans cette partie, on peut vous suivre, Jean-Claude Malval, pas à pas, exposer les bases de la conversation psychanalytique, telle que ferait un ingénieur devant un ordinateur, hein, tellement c'est précis et organisé. Alors vous posez la base, qui dans son fondement, enfin vous posez la base de cette conversation avec le sujet psychotique ordinaire, qui est dans son fondement, et non ordinaire, tout à fait, ce que je disais au début, et psychotique. Et donc cette conversation devrait se baser sur l'apaisement d'une jouissance dérégulée, surtout sans interprétation, ni déchiffrage qui reviendrait sur le passé, qui ferait retour au passé. Et puis il y a un autre élément important auquel il faut rester attentif, dites-vous, c'est celui du repérage du S1 et son rapport à l'objet HU. Je vous laisse nous déplier ces deux éléments. C'est une thèse importante, qui n'est pas seulement la mienne, mais qui n'est pas toujours très claire chez certains auteurs. Je ne suis pas le seul à dire qu'il faut une conversation sur la jouissance avec le sujet psychotique. Et en même temps, des auteurs qui vont soutenir cette thèse et qui sont quand même partisans d'une clinique continuiste. La clinique continuiste impliquant une pratique transstructurale qui serait la même. Il s'agirait toujours de déchiffrer le S1. Or, Jacques-Alain Miller dit pour que un sujet puisse recracher le S1, il faut d'abord qu'il l'ait introjecté, il faut d'abord qu'il y ait du S1. Il y a des sujets psychotiques chez lesquels il n'y a pas de S1, qui sont complètement flottants, sans orientation dans l'existence. Le cas que présente Lacan, par exemple, dans la présentation de Malade, qui est commenté par Jacques-Alain Miller, pas plus flottant. Lacan dit qu'il n'y a pas de signifiant maître. Donc on ne peut pas toujours conduire la cure du côté du déchiffrage du signifiant maître. Vous dites que c'est plutôt du chiffrage qu'on doit proposer. Alors, oui, parfois. Alors, parfois, ça peut être du chiffrage. Par exemple, les Freudiens, eux, cherchent à déchiffrer l'inconscient, le noyau de vérité inconscient dans la psychose. Et en faisant ça,
je pense qu'ils chiffrent au lieu de déchiffrer. C'est-à-dire qu'ils vont interpréter, les cléniens par exemple, ils vont interpréter les phénomènes élémentaires, etc. Et en faisant ça, ils arrivent à chiffrer parfois, et ça peut avoir un effet apaisant. Il y a un cas tout à fait spectaculaire que je rapporte dans ce dernier chapitre, c'est celui de la cure d'une analysante psychotique par un analyste lui-même psychotique. Oui, c'est impressionnant. Qui est Wilhelm Reich. Oui. Et on voit que ça fonctionne. Il arrive à lui fourguer son délire. Et ça donc, donne du sens à ces phénomènes. Elle adhère au délire de Reich et ça a un effet d'apaisement quand même. Alors la cure est quand même un peu violente. À un moment, elle l'agresse, etc. Mais à la fin, vous étiez critique sur cette cure. Évidemment, je ne vais pas prôner qu'il faut refiler un délire à un sujet psychotique. Pas du tout. Et il s'agit de s'effacer, ses valeurs avec le sujet psychotique comme avec les autres. Mais parfois, je relate rapidement un sujet comme ça qui lisait beaucoup de psychanalyse et qui a donné un sens psychanalytique à ses symptômes. C'est pas moi qui lui ai donné, mais je l'ai laissé faire. Il lisait des tas de trucs et il comprenait des tas de trucs, etc. Bon, je l'écoutais, oui, bon, j'étais pas enthousiaste, je lui disais pas, oui, très bien, mais je l'écoutais et je lui disais pas non plus, ça tient pas debout ce que vous faites. Et ça l'a apaisé, il a construit un sens, mais ça peut donner l'idée d'un déchiffrage, mais en fait c'est un chiffrage. Voilà. Et ça, parfois, ça fonctionne. Ceci dit, je ne prône pas non plus toujours le chiffrage. Je prône d'accompagner le sujet dans ses constructions. Et parfois, dans le cas de Charles, par exemple, il n'a pas chiffré, il a juste composé avec le beau. Et puis, chez d'autres sujets, il s'agit surtout de contenir la jouissance dérégulée, d'intervenir pour contenir la jouissance dérégulée. C'est ça qui peut leur permettre de construire une suppléance, qui est quand même la solution la meilleure. Ils construisent une suppléance, mais il y en a d'autres qui vont s'engager dans le développement d'un délire. Il y a des délires enquistés aussi. C'est une issue possible de la cure de psychotique, où le sujet délire sur un domaine, mais par ailleurs peut être parfaitement adapté. Bon, à chaque fois, il faut accompagner le sujet dans sa singularité. Si c'est un délire, il faut l'accompagner là-dedans, c'est pas le plus fréquent. D'autres vont nouer des liens sociaux, d'autres vont se débrouiller avec un fantasme. Alors, un fantasme, il y a des fantasmes psychotiques, mais qui ont cette particularité de ne pas inclure la limite phallique. Donc, c'est des fantasmes où il y a un côté sans limite dans la jouissance. Et on voit le cas rapporté par de Musan, ce cas de masochisme extrême. Certains collègues ont dit, mais c'est une crise psychotique. Non, c'est pas une crise. Il a vécu pendant des années avec ce masochisme extrême qui est aberrant, inimaginable. On ne pense pas que c'est possible de faire ce qu'il fait avec son corps, ce qu'il inflige à son corps. Mais lui, ça condense sa jouissance sur ce fantasme-là. Et avec ça, qui est un fantasme pervers d'ailleurs, parce qu'il dit le sadique à la fin craque toujours, il a un sentiment de toute puissance avec son fantasme masochiste. Et ça limite quand même sa jouissance. C'est pas un criminel, il fait pas de bêtises, il passe pas à l'acte, il a juste ses conduites masochistes qui d'ailleurs sont dans un certain milieu, ça fait plus ou moins lien social, et à part ça, il a une vie très réglée. Alors sur ce sujet, ce qui est intéressant, il y a l'article de Musan, et j'ai eu la chance de tomber, vraiment en cherchant autre chose, sur un article qui parle de ce même sujet dans la presse médicale 15 ans plus tôt. On voit bien que c'est le même sujet. Et c'est 3 psychiatres qui l'ont rencontré, qui ont été aussi sidérés de ce que ce type montre de son corps. Et bon, là aussi, dans cet article, ils apportent un certain nombre de compléments à l'article de Musan. Et bon, ce qui est intéressant, c'est ce fantasme psychotique
où il y a un côté sans limite dans la jouissance masochiste. On ne Oui, peut pas aller c'est plus ça, loin, oui, vraiment, fantasme. sauf justement à se mélancoliser, à se faire tuer. Mais là, il ne va pas jusque-là quand même. C'est cadré. Et il n'est pas mélancolique, justement, il n'est pas Mhm. déprimé. Il travaille comme monteur, câbleur, électricien toute sa vie. Il a une vie très réglée. À un moment, il se marie avec une femme qui est un peu trop prostituée. Ça le gêne. Il veut avoir une vie très conformiste. Il divorce. Donc, ce fantasme masochiste est un fantasme psychotique qui a un côté sans limite dans la jouissance, mais qui peut stabiliser un sujet. Ça, c'est Et c'est quelque chose. l'originalité Et, et de la clinique des psychoses ordinaires. Ça. voilà, Mm. c'est comme ça, il y a des choses absolument stupéfiantes, Mm. quoi. Et puis vous avez l'inverse, des nécrosadiques, euh, ceux qu'on dit pervers dans les journaux, qui sont des sujets psychotiques qui mettent en scène des scénarios pervers. Et c'est pas du tout la même chose que. Enfin, ils les réalisent, alors que les pervers névrosés mettent en scène ces scénarios pervers. Et avec des partenaires consentants. Lacan dit la perversion, c'est du chiquet. Alors pour les Absolument. névrosés, c'est du Le chiquet. masochisme, c'est du chic, oui. Voilà. Mm. Mais le masochisme de Monsieur M, c'est pas du chiquet, lui. C'est vraiment très On est loin. dans la psychose, oui, On est dans la effectivement. psychose. Et de même, les nécrosadiques psychotiques, qui sont souvent des grands criminels, Oui. Mm. c'est pas du tout du chiquet. Et c'est On la est grande loin différence. il n'y a pas de rapport sexuel, on n'est pas dans le pendant de chiquet de ce côté-là. Alors, Effectivement, avec du les côté nécrophiles. des nécrosadiques, il y a une tendance à croire qu'il y a des rapports Oui, sexuels, voilà. à posséder l'objet vraiment. Mm. Tous disent que leur jouissance extrême n'est pas érotique, mais c'est une jouissance du sans limite, de toute puissance. C'est la toute puissance sur l'autre qu'ils recherchent. Et Schaeffer disait qu'une des personnes qu'il a tuées, elle se croyait entre les mains d'une bête érotique. Il dit non, pas du tout. C'est pas de l'érotisme, c'est simplement ça. C'est une autre dimension. Mm. Où plus clairement, Bertrand, le nécrophile Oui. dont je parle, lui, on lui reprochait, les psychiatres de l'époque disaient c'est une monomanie érotique. Et il se fâchait, il disait non, c'est pas du tout une monomanie érotique, c'est une monomanie destructive. Il dit j'avais un beaucoup plus grand plaisir à détruire les corps, à les déchiqueter, qu'à me masturber. Mm. Et là, c'est la différence. On voit très bien que la différence qu'indique Lacan entre la jouissance phallique et la jouissance autre, cliniquement, c'est une illustration très claire Très que clair, donnent effectivement. certains sujets psychotiques. Ils disent c'est une jouissance. Moi, je sais ce que c'est la jouissance sexuelle. Ils disent bon, c'est très bien, mais ça, c'est incomparablement autre. C'est une autre jouissance qui d'ailleurs les pousse à la revivre. Quand ils ont vécu ça une fois, très difficile qu'ils ne récidivent pas. C'est intéressant, voilà, ce côté de la question de enfin, je comptais le reprendre avec vous après, mais c'est très bien comme ça. Juste en vous écoutant et en vous lisant, déplier les cas cliniques, on ne peut pas ne pas penser à la parole de Lacan qui recommande, entre guillemets, de faire le secrétaire de l'aliéné. Mmh. Est-ce que c'est une façon de nous dire, oui, il le dit clairement au point que voilà, on va le prendre à la lettre, mais concrètement, est-ce que ça prend cette tournure-là que vous aviez dépliée par rapport à certains cas? Est-ce que c'est le fait d'aller toujours dans le sens du patient, de ne pas contredire, de toujours encourager les tentatives de cryptage? Je repérais des éléments comme ça dans Oui. dans Alors c'est certains vrai cas. qu'il s'agit souvent d'aller dans le sens de ce qui oriente le patient, bien sûr, de le soutenir, mais parfois il peut arriver qu'on le contredise quand même. Ce qui est très important de repérer avec des sujets psychotiques ordinaires ou pas, qu'est-ce qui a déclenché les troubles dans des Oui, le moments point du présents. réel qui a... Et cela, vous pouvez intervenir parfois en disant faites attention, vraiment, n'allez pas, quand le sujet retourne vers quelque chose qui évoque ce moment de déclenchement, on peut intervenir en le mettant en garde, en n'encourageant pas du tout à aller dans ce sens-là. Alors,
avec précaution quand même, parce que on peut jamais tout prévoir. Parfois, ce qui a déclenché un moment peut être surmonté une autre fois. Donc, faut pas leur dire, bon, faut pas vous marier ou faut pas faire ça. Toujours être prudent, mais indiquer quand même qu'il y a des choses qui sont peut-être dangereuses pour le sujet. Et là, on peut intervenir de manière restrictive. Ou bien, une chose, c'est pas une restriction, mais Lacan dit que interpréter l'homosexualité avec ces sujets psychotiques, ça a souvent des effets catastrophiques. Alors, on me dira pourquoi l'homosexualité, avant tout, il y a des sujets psychotiques qui sont homosexuels. Donc c'est pas tellement la question de l'homosexualité, il s'agit d'intervenir pour contrer la jouissance dérégulée. Et certains sujets considèrent que l'homosexualité, qui ne sont pas homosexuels d'ailleurs la plupart du temps, considèrent que l'homosexualité c'est quelque chose qui leur fait peur et ça serait de l'ordre d'une jouissance dérégulée. Mais c'est la même chose que la zoophilie, la pédophilie, des fantasmes incestueux, etc. Il y a des sujets qui sont très angoissés par ça. Et là, il s'agit souvent d'intervenir, mais non, vous n'êtes pas homosexuel, mais non, vous n'êtes pas pédophile. C'est une manière de contrer cette jouissance dérégulée qui les inquiète beaucoup, et en général, ça les rassure, vraiment. Donc on reste au cas par cas en fonction Alors, de ce on reste qui se toujours au présente. cas par cas, mais c'était pour dire qu'on n'a pas toujours, on ne va pas toujours suivre le sujet. On peut aussi intervenir pour contrer certaines tendances. Je voudrais reprendre avec vous le cas précieux de Roussel, le poète et l'écrivain français, porté par Janet, qu'il a surnommé Martial, parce que à la page 261, j'ai été intéressée par le fait que vous aviez glissé entre deux lignes une remarque que j'ai trouvée magistrale. C'est quand vous dites, quand vous soulignez, parce que je n'ai pas mis les guillemets, que le mysticisme et les techniques archaïques de l'extase viennent nous éclairer sur l'aspect non psychotique de ces jouissances. Et je trouvais que c'est une remarque très importante pour des cultures où ce type de jouissance est pris comme un mode de vie, tout simplement, comme un mode de vie, Oui. voilà, qui n'a rien à voir avec la psychose. Je vous laisse peut-être nous dire un peu plus autrement sur ce sujet. Là, vous ouvrez sur mon premier livre qui a, je sais pas, c'était en 80, donc 45 ans, sur les folies hystériques. Alors, il y a en effet des techniques chamaniques qui ne sont pas forcément liées à la pathologie du sujet, tellement c'est pris dans un discours culturel, et tellement ça fait lien social, par exemple. Et on va un peu trop vite à conclure à la psychose parce que le sujet est halluciné. Les hallucinations, même verbales, peuvent se rencontrer chez des sujets névrosés. Même autistes, c'est rare, c'est très rare, mais il y a bien un ou deux cas d'autistes. Enfin, chez l'autiste, c'est très rare. Mais des sujets névrosés qui sont hallucinés, et même des hallucinations verbales, effectivement, ça, dans certains contextes culturels, c'est quelque chose qui n'a rien d'extraordinaire. C'est une remarque surtout qui pourrait laisser place à une autre partie de la clinique de la psychose ordinaire, au sens où le lien social, il pourrait faire en sorte à ce que la psychose soit considérée comme un mode de vie. C'est-à-dire, il peut avoir l'envers aussi. Alors oui, tout à fait. Alors, les chamans, il y en a certains qui sont fort bien adaptés. Il y en a d'autres, il est possible qu'ils aient trouvé à stabiliser une psychose par ces pratiques. On peut donner une fonction sociale à des sujets bizarres dans certaines cultures. Tout à fait. Pas tellement dans la nôtre. Dans la nôtre, c'est très difficile d'être marginal. Et un sujet qui
prophétise, qui a des connexions avec les esprits, et ça va être difficile à lui trouver une place aujourd'hui. Encore qu'il y en a qui prophétisent, on pense à quelques paranoïaques qui arrivent à se trouver une place, mais c'est plutôt des paranoïaques qui arrivent à se trouver une place dans notre société, où ils vont souvent des places de direction d'ailleurs. De leader parfois. De leader, oui. oui, absolument. D'accord. Alors en dernier, je reprends un élément que vous aviez déjà souligné, c'est celui du voisinage de la psychose ordinaire avec le sublime. Et je m'étais dit, est-ce qu'on peut se poser la question au regard de l'importance de la créativité, de la création pour toute civilisation, est-ce qu'on peut se poser la question pour avancer l'hypothèse de la fabrique du psychotique? C'est une idée que j'avance comme ça en résonance avec celle d'autres auteurs qui ont parlé de la fabrique de l'enfant hyperactif, par exemple, au regard d'une certaine dynamique socio-éducative qui fait que voilà, on peut s'avancer sur le terrain de la fabrique de certaines entités cliniques. Est-ce que la question aurait sa place en matière de psychose ordinaire? C'est-à-dire, ça rejoint un peu le début de notre échange. Est-ce que voilà, le mode actuel du lien social, certaines nouveautés au niveau de ce lien social ferait que on puisse fabriquer la psychose? Que les conditions sociales actuelles dans la société occidentale, où les idéaux sont morcelés, fassent que le sujet est un peu déboussolé, favorise l'émergence de la psychose ordinaire, parce qu'il n'a pas de solides idéaux auxquels s'accrocher. Et donc, il est encore plus déboussolé que le sujet moderne. Donc c'est propice à son émergence en tant qu'il n'a pas les fortes idéologies djihadistes pour s'accrocher à quelque chose. Ça, c'est un point. L'autre point sur la créativité de certains sujets psychotiques, effectivement, il y a beaucoup d'artistes célèbres qui étaient psychotiques. Oui, vous citez le cas d'autiste aussi, vous citez le cas de Mozart, vous citez le cas Alors, autiste, là, je vous suis vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autistes. Les Asperger, je veux dire, vous l'aviez souligné à un moment donné. Oui, mais alors justement, dans le cas de l'article que je consacre à la différence entre autisme et entre syndrome d'Asperger et psychose ordinaire à propos de Glenn Gould, oui. Glenn Gould est un artiste célèbre, mais c'est pas un autiste. Contrairement à ce qu'on lit partout sur Internet, quand on va y voir de près, c'est un sujet psychotique ordinaire, Glenn Gould. Mais l'autre autiste le plus célèbre sur Internet, c'est Einstein. Bon, Einstein n'est pas du tout un autiste. C'est pas non plus un psychotique, d'ailleurs, lui. C'est un mode de fonctionnement, ça fait singulier aussi. Mais vous disiez, les autistes créatifs, oui, ils peuvent être créatifs, mais il y a quelques-uns qui sont un peu artistes, mais de très grands artistes comme, je sais pas, Schumann, Van Gogh, des écrivains comme Roussel, je sais pas quel autre écrivain. Joyce, voilà. Bon, il y a un pouce à la création dans la psychose pour compenser la forclusion, qui passe souvent par un pouce à l'écriture d'ailleurs, qui est assez remarquable, oui, et qui peut donner cette clinique du sublime que j'évoque, Mishima aussi, que j'évoque dans ce travail. Bon, il y a un pouce à la création qui font qu'il y a pas mal de grands artistes, ou d'artistes plus banaux d'ailleurs. C'est souvent des... Charles, par exemple, il dessine, il fait des pièces de théâtre, etc. C'est pas très connu, mais c'est très stabilisant pour lui. Et ça,
le travail d'écriture, c'est quand même une chose étonnamment fréquente chez ces sujets psychotiques. Vous avez tout un ensemble de fous littéraires d'ailleurs, dont les productions, enfin les fous littéraires, ils ont été publiés, mais souvent ils ont été publiés à compte d'auteur. Mais en tout cas pour eux, ça a souvent un aspect très stabilisant aussi, d'écrire et d'être publié. C'était ma dernière question, Jean-Claude Malval. Vous avez carte blanche pour conclure notre échange, que ce soit sur le thème ou autre. Ouais, écoutez, je me disais, ce livre ouvre sur la diversité clinique de la psychose, ordinaire et extraordinaire, la limite étant souvent bien difficile à faire, étant d'ailleurs sans intérêt, parce que de toute façon on va travailler de la même manière que le psychotique soit ordinaire ou extraordinaire. On va travailler de la même manière, c'est peut-être l'idée à laquelle je tiens le plus dans cet ouvrage. On va travailler de la même manière avec les psychotiques, mais on ne va pas travailler de la même manière avec les névrosés. Il y a un déchiffrage de l'inconscient avec les névrosés, il y a une orientation des interventions sur une contention de la jouissance dérégulée chez les psychotiques. Et ça, c'est une notion absolument majeure qui s'oppose à cette idée d'une conduite de la cure à tout faire. Il suffirait de s'orienter sur le symptôme qui serait structural. Non, non, pas du tout. Et si on fait ça, ce que font beaucoup de sujets d'analystes, si on fait ça, parfois ça marche quand même, heureusement, mais que de fois la cure s'interrompt. C'est la chose la plus fréquente parce que le sujet psychotique ressent que la cure est dirigé d'une manière qui ne l'apaise pas. Et le plus souvent, il part. Ou parfois, il fait un passage à l'acte, à l'extérieur. Ou parfois, il déclenche, etc. Et ça, c'est... Évidemment, on n'en parle jamais dans les congrès. On ne va pas parler de ses erreurs. On entend parfois dans les contrôles quand même de ce genre de choses. Ou bien, ce sujet, par exemple... qui vient me dire, j'ai les hanches, non, il vient avec un grand manteau, hein, un jour comme aujourd'hui, il fait très chaud, je dis, mais pourquoi ce manteau? Et il me dit, parce que je peux pas l'enlever, parce que sinon on va voir que j'ai les hanches évasées, et on va penser que je suis homosexuel. Je dis, bon, ça. Et il me dit, oui, j'ai un analyste précédemment qui m'a dit que j'étais homosexuel, et je suis parti. Bon, sa crainte, c'est d'être homosexuel, mais il ne l'est pas du tout en général. Mais c'est une des formes que prend la jouissance dérégulée pour lui. Et de lui avoir dit très fermement, mais non, vous n'êtes pas homosexuel, a permis que la cure se développe, et ça l'a grandement soulagé. Bon. Et ça, ce sont des repérages que beaucoup d'analystes n'ont pas. Ils vont essayer d'interpréter l'homosexualité, alors que Lacan est très clair là-dessus. Ça donne des effets catastrophiques, dit-il. Mais ça, c'est un passage de la question préliminaire qu'on entend très rarement. Il est très clair là-dessus, effectivement. Oui. Donc voilà un bon moment au niveau de la finesse diagnostique de la psychose ordinaire. Jean-Claude Malval, je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de vous être intéressé à cet ouvrage.